l'histoire. Ce n'est point la politique du temps, mais le temps de la politique qui cristallise l'attention cette semaine. 64 ans qu'existe le groupement interpatronal du Cameroun, 64 ans aussi sans jamais recevoir la visite d'un Premier ministre. Mais ça, c'était jusqu'à cette semaine. Le 18 mai dernier, Joseph Dione Ngouté a bousculé ce protocole, on pourrait dire préétabli, et la courtoisie à sens unique. Le chef du gouvernement s'est rendu donc à Douala, au siège du JICAM, pour mobiliser l'argent et les argentiers du secteur privé. Le nerf de la guerre pour financer la paix et le développement dans le nord-ouest et le sud-ouest au travers du plan présidentiel de reconstruction des régions dévastées par plus de 4 ans de terrorisme et de révisionnisme. Un projet de 89 milliards de francs CFA, dont 10,4 seulement ont été mobilisés à date au titre de la première phase. Une manière d'appel à la solidarité nationale, au patriotisme économique et même à l'union sacrée autour d'une priorité nationale lancée à 2 jours de la fête de l'unité, célébrée sans bal ni carnaval cette semaine. Le gouvernement et le patronat parlent-ils désormais la même langue et s'entendent-ils finalement ? Qu'ont fait et que feront encore les chefs d'entreprise pour ces deux régions qui représentaient 20% de la production agricole nationale en 2017? Affaire à examiner en compagnie d'un homme d'affaires diplômé de l'École des hautes études commerciales de Paris. Célestin Tawamba est le président du groupement interpatronal du Cameroun. Entretien ici et maintenant avec ce chef d'entreprise qui est l'invité d'Actualité Hebdo ce dimanche. Célestin Tawamba, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Alors, le JICAM attendait un ministre d'État, c'est le Premier ministre en personne qui s'est rendu chez vous. Vous voilà, pour ainsi dire, comblé au-delà de vos espérances, mais la guerre est-elle, pour ainsi dire, finie entre le gouvernement et le JICAM? Mais pardon, je pensais que la guerre, c'est plutôt dans le nozo. Mais ce que nous faisons aux côtés des pouvoirs publics, nous menons une guerre, certainement, contre le chômage, pour l'emploi et pour le développement de notre pays. L'arrivée du Premier ministre au JICAM après 64 ans, il nous a honorés de cette visite. C'est le signe pour nous de cette démarche, de ce partenariat intelligent que nous voulons avoir entre le secteur privé et le secteur public. Nous voulons saluer ici l'accessibilité, le pragmatisme et la bienveillance du chef de gouvernement pour accompagner le secteur privé en tout temps. Nous aurons l'occasion de revenir sur les rapports entre le JICAM et le gouvernement. Mais dites-moi, vos échanges avec le Premier ministre, ils ont abouti à quoi de concret pour le Nord-Ouest et le Sud-Ouest? Voyez-vous, la crise du Nord-Ouest, je n'ai pas besoin de le rappeler, c'est une crise qui s'est aujourd'hui métastasée. Le Nord-Ouest, c'est 16% de contribution au produit intérieur brut. C'est 30% du territoire qui est endommagé depuis, qui est en guerre. Et les chiffres que nous avons eus dans les 3 dernières années, entre 2016 et 2018, nous avions 40 milliards de destruction d'équipements. C'est des pertes fiscales de plus de 20 milliards. C'est près de 800 milliards de manque à gagner. C'est près de 17 000 emplois perdus. Donc ces chiffres sont assommants. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce que vous faites? Il y va donc, c'est un devoir de solidarité et un devoir citoyen des chefs d'entreprise de contribuer à ce que cette guerre-là puisse se terminer, apporter notre contribution. Il est temps qu'après que nous ayons utilisé les voies politiques, militaires, que la voie économique puisse aujourd'hui être une des solutions, et nous pensons que nous pouvons, à travers... Elle doit être accompagnée des 2 premières, politiques et sécuritaires. Nous, en tant que chefs d'entreprise, pensons que la voie économique est la principale, parce que, voyez-vous, ceux qui combattent aujourd'hui, pour nous, nous pensons que c'est parce qu'ils n'ont pas d'emploi. Nous devons tout faire pour mettre en œuvre
Nous devons tout mettre en œuvre aux côtés. Non, Monsieur le Président, vous ne pouvez pas dire ça. Les causes de cette guerre ne participent pas seulement du manque d'emploi, même les causes immédiates qui avaient été à l'époque annoncées et qui ont fait l'objet d'un certain nombre de mesures prises par le gouvernement, ces causes-là ne parlaient pas, en tout cas, d'un manque d'emploi. Moi, je cherche des solutions. Aujourd'hui, l'une des solutions, c'est donner de l'emploi aux jeunes qui vont prendre des armes. Nous pensons qu'on doit échanger l'arme contre un emploi. Il est important aujourd'hui qu'on puisse donner de l'avenir, on puisse donner de l'emploi, on puisse donner de l'espérance. Redonner de la vie. Redonner la vie à ces zones. On a besoin d'avoir un plan keynésien puissant, investissement puissant dans ces zones-là pour mettre ces zones en mouvement. C'est le grenier agricole du pays, vous l'avez dit. Il y a des entreprises, je vais dire, emblématiques. CDC, Pamol et une activité forestière très dynamique. C'est l'activité de cacao, de caoutchouc, de l'huile de palme. Des conséquences sont extrêmement importantes dans notre balance de paiement. Le coût de la guerre est très important dans notre budget. Nous avons intérêt à ce que cette guerre cesse si nous voulons en même temps atteindre l'émergence. Qu'est-ce que vous allez donc faire, les patrons d'entreprise, après le passage du Premier ministre? Mais déjà, nous avons apporté notre contribution financière. Ces contributions, à quelle hauteur? Sont de plusieurs ordres. Aujourd'hui, nous avons levé environ 1,2 milliard, avec 700 millions qui sont déjà prêts. C'est le lieu pour moi de féliciter le groupe SABC, le secteur, le groupement des ministres, qui ont apporté ces contributions, ces premiers financements. Et il y a également d'autres filières qui sont prêtes à embaucher tout de suite environ 500 jeunes. Donc vous voyez, nous voulons accompagner cette dynamique du Premier ministre qui doit permettre aux entreprises, aux prévisants des régions de donner de l'emploi aux jeunes afin que l'activité économique prenne la place à cet environnement de guerre. Dites-moi, quelle va être la forme de ces interventions, de ces financements du secteur privé? Ça va être des appels de fonds ou alors des financements en termes de marché? Non, écoutez, ces financements se font dans le cadre du plan présidentiel de reconstruction. Donc il y a un certain nombre de projets que le ministre Tasson nous a présentés lors de la visite à Douala. Il va être question de voir quels sont les projets qui à fort potentiel de main-d'œuvre, pour lesquels nous allons donc apporter notre contribution. Maintenant, comment est-ce que va se déployer? Vous savez, les chefs d'entreprise ont besoin de transparence dans l'exécution, dans l'utilisation des fonds. Le Premier ministre nous a bien rassuré de ce qui n'est pas venu demander notre argent et qu'il y a d'ailleurs un outil de transparence, notamment à travers le PNUD, qui permet de financer. Mais peut-être que nous allons devoir mettre en place un système privé qui va permettre de gérer les fonds qui vont être mis à disposition. Et c'est là, il faut savoir que... C'est une conditionnalité? Déjà, ce que je voudrais vous dire, c'est que cette rencontre, c'est une première étape. C'est un début de processus. Il y a plusieurs filières qui vont se manifester. Donc l'objectif, pour l'instant, je n'ai pas besoin de citer les filières, mais déjà, le secteur bancaire est prêt à mobiliser près de 50 milliards, à condition d'activer la garantie de l'État, pour permettre qu'ils puissent mettre massivement l'argent pour aider les entreprises en difficulté dans ces zones à des taux bonifiés. Vous avez des assureurs qui sont prêts également à accompagner. Donc il y a un certain nombre de filières qui m'ont dit pour l'instant, ils ne veulent pas encore se prononcer, mais cette dynamique va se poursuivre dans les prochains jours. Mais c'est là nous avons besoin de quelques garanties. Nous avons besoin de certaines mesures des pouvoirs publics pour permettre... Quelles sont ces mesures et ces garanties? Mais déjà, la première des choses, il faut tout faire pour que la guerre cesse. Il est difficile. C'est à cela que travaillent toutes les forces. Tout à fait. Même aujourd'hui, même nous, cette contribution. Et vous également. Exactement, c'est contribuer à l'arrêt de la guerre. Mais naturellement, on ne peut pas dire il faut d'abord la guerre avant d'investir, il faut investir après la guerre. C'est la fête de la poule et l'œuf. Mais nous pensons que là où il y a l'emploi, il n'y a pas la guerre, il y a la paix, il y a l'avenir. D'où votre formule d'investir pour la paix.
D'où notre formule d'investir pour la paix, de faire l'effort de la paix. L'effort de la paix. Il ne s'agit pas de faire un effort de guerre, mais il s'agit de faire un effort pour la paix. Quel pourrait être l'échéancier de ces interventions qui sont attendues? Donc, à la fois la mobilisation des ressources et le début même des constructions, ainsi de suite. Écoutez, l'échéancier des mobilisations, nous avons eu à proposer à nos adhérents qu'ils ont jusqu'à 4 mois pour pouvoir mobiliser des intentions qu'ils auront à formuler au gouvernement dans le cadre de cet appui. Et puis nous allons très rapidement, avec le Premier ministre du gouvernement, mettre en place une task force qui va se déployer pour structurer le mode de financement et également voir comment est-ce que nous allons recueillir auprès des pouvoirs publics. Tout à l'heure, je disais un certain nombre de garanties, notamment il est question de revoir les dispositions du décret du Premier ministre de septembre 2019 qui donnait ces zones économiquement sinistrées. Il y avait un certain nombre d'avantages fiscaux, mais nous pensons qu'il faut aller plus loin pour permettre aux entreprises. Ces avantages ne suffisent pas. C'est pas suffisant, il faut les renforcer, il faut les compléter, afin qu'on puisse annuler tout risque, je vais dire, d'embuscade fiscale ou de complications fiscales au moment de la contribution des chefs d'entreprise. Quand bien même toutes ces garanties auraient été satisfaites, où allez-vous réellement trouver de l'argent alors qu'en ce moment, le secteur privé s'est dit dynamité, le moins peut-être fort par le coronavirus? Tout à fait. Il s'agit, on a dit, un effort citoyen. Les entreprises, effectivement, pouvaient contribuer davantage. Nous sommes effectivement dans un cadre où l'activité économique est au plus mal. Les trésoreries des entreprises souffrent, sont au plus mal. On pourra certainement en parler, les raisons sont relativement connues. Mais il s'agit d'un acte citoyen. Un acte citoyen, on le puise dans nos ressources, on puise dans nos énergies. Nous avons besoin, je vous ai fait part tout à l'heure du secteur minier, qui vient de connaître 40% d'augmentation du coût des blés, qui est en difficulté. Mais j'ai dû convaincre justement mes adhérents de faire cet effort citoyen. Parce que nous avons, au-delà de tout, les entreprises ont intérêt à ce qu'il y ait la paix dans cette région. Ce n'est pas que l'affaire des pouvoirs publics, ce n'est pas que l'affaire de l'armée. Aujourd'hui, l'entreprise, le secteur privé doit prendre sa part de responsabilité dans la recherche de la paix. C'est notre devoir, c'est notre mission. Votre discours à Douala avait certains propos qui n'étaient pas suffisamment clairs. Par exemple, quand vous dites les options sécuritaires et politiques ont trouvé leurs limites dans la résolution de la crise. Alors, on a envie de vous demander à quoi attribuez-vous les avancées observées sur le terrain et qui participent de l'apaisement? Oui, nous avons dit que ça a trouvé des limites. C'est pour dire que ce n'est pas suffisant. Nous ne disons pas que ces options sont inutiles. Nous estimons, après 4 ans, bientôt 5 ans de guerre fratricide, nous pensons qu'il est temps qu'on opte pour une autre solution. La solution économique, parce que les conséquences économiques sont grandes. C'est des conséquences sur la balance des paiements. Je disais tout à l'heure aussi, c'est des conséquences au niveau des devises dont on souffre énormément parce que c'est une zone qui exportait beaucoup et ça pose des problèmes en termes de devises dont les entreprises ont intérêt à ce que cette guerre s'arrête. Après avoir écouté le Premier ministre et vos homologues, les chefs d'entreprise, au sortir de cette rencontre de Douala, est-ce qu'on est rassurant et confiant quant à l'avenir? Dit qu'on est rassuré et confiant quant à l'avenir. Ce dont nous sommes sûrs, c'est que nous sommes déterminés. Nous sommes engagés. Le secteur privé est engagé aux côtés du Premier ministre pour apporter une nouvelle dynamique. Une dynamique qui a un autre son, qui n'est plus une dynamique pour faire peur, mais une dynamique pour donner de l'espérance. Une dynamique pour aller à la reconquête économique de des zones du nord-ouest et du sud-ouest. Ça, c'est ce que nous pouvons retenir de cette rencontre-là. C'est cette dynamique-là qui est importante. Je voudrais vous inviter à replonger un peu dans l'esprit de cette rencontre, donc la rencontre du 18 mai avec le Premier ministre chef du gouvernement à Douala.
On va suivre les projections et même les résolutions de certains hommes d'affaires au sortir de ces échanges. C'est dans ce grand reportage de Léon Bertrand Tanefo de CRTV Douala. Le rendez-vous était inédit et historique. De l'histoire du GICAM, aucun Premier ministre n'avait franchi le seuil du siège de l'organisation patronale à Bonanja depuis 1957 pour échanger avec les créateurs de richesses. Et au cœur de la préoccupation nationale de la reconstruction des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, Chief Dr Joseph Dianguti a su toucher la fibre patriotique, sociale et économique de son public. Nos unités téicoles sont situées dans la zone, dans les deux zones anglophones, dans le Nozo. Donc, ce qui fait donc que pour nous, c'est une aubaine et une opportunité pour pouvoir présenter les difficultés que nous rencontrons. Le Premier ministre, quand il vient vers le secteur privé et qu'il pose des problèmes qui favorisent le développement du partenariat public-privé, ça ne peut être qu'une excellente chose. Le gouvernement et le patronat veulent adjoindre la donne économique aux solutions politiques et sécuritaires jusqu'ici implémentées pour permettre aux jeunes déroutés de tronquer les armes de la guerre contre celles de l'emploi et de la richesse. Les échanges de plus de 3 heures ont permis la libération de la parole et de la pensée sur les pertes enregistrées, la réalité de la reprise des activités économiques et les voies de la capitalisation de ce regain. On le sait, d'une manière ou d'une autre, il n'y a pas de développement industriel sans développement agricole. L'agriculture est à la base de tout développement. Ça va passer essentiellement et surtout par la formation des jeunes, la formation des femmes et des jeunes filles, à les redonner donc cette confiance en eux, à les reconstruire donc la morale. Et déjà, les premiers fruits sont visibles. Ils vont du décaissement des fonds aux promesses de recrutement des jeunes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Très concrètement, on a décidé de financer à la hauteur de 500 millions de francs CFA des micro-projets qu'on prend dans notre responsabilité sociétale, essentiellement à vocation de rénovation dans l'axe éducation des écoles, mais également de rénovation des infrastructures comme les routes. Nous avons un peu plus de 106 milliards disponibles pour financer les emprunts obligataires. Nous avons une autre préoccupation, c'est que la dette intérieure, si elle était titrivée, permettrait aux assureurs d'avoir un marché secondaire dans lequel ils pourraient mettre de l'argent. Les opérateurs économiques sollicitent cependant la sécurité pour le développement de leurs activités, la garantie de l'État pour faciliter les investissements, la formalisation des textes créant les zones économiques pour élaguer les risques fiscaux. Le plan présidentiel, il peut être une opportunité. Il faut qu'on puisse en faire une opportunité. Mais je crois que l'État doit faire un gros effort en matière fiscale. Nous avions des clients dans le Nozo. Nous avions des entreprises dans le Nozo. Ces entreprises ont des engagements dans le système bancaire. Nous ne pouvons donc pas rester indifférents. Le dialogue public-privé est plus que jamais revigoré pour permettre à l'État et au secteur privé d'agir pour reconstruire et réussir ensemble. Célestin Tawamba, vous souhaitez réagir à ces propos de certains de vos homologues? Je vois en ces propos l'engagement, le dynamisme et puis la détermination à accompagner cette reconstruction-là et apporter des appuis. Vous avez vu qu'il y a un certain nombre de solutions qui sont proposées et puis aussi des conditions, notamment la titrisation, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, qui est prévue dans le cadre notamment de la loi des finances 2021, mais qui tarde à se mettre en œuvre parce que ça permet justement de remettre la trésorerie dans l'entreprise, dans l'économie. Donc nous pensons qu'en améliorant l'environnement des affaires de manière globale, ça permettra aux entreprises d'avoir plus d'énergie, plus de possibilités pour accompagner les pouvoirs publics. Partagez-nous maintenant votre regard sur le climat des affaires d'une manière globale. Vous, les chefs d'entreprise, comment vous le trouvez? On va souvent estimer qu'on est pessimiste, mais c'est la réalité. Nous sommes là pour faire état de la situation réelle de manière factuelle. Je crois que c'est connu, c'est difficile d'investir dans notre pays. Il y a un certain nombre de problèmes, peut-être on reviendra dessus. Quand vous interrogez aujourd'hui la plupart des chefs d'entreprise, 90%, on parle du problème de la fiscalité.
Le problème de l'énergie, c'est connu. Le problème de la téléphonie. Je crois qu'aujourd'hui, le téléphone et Internet, ça cultive la patience, le téléphone, dans notre pays. Et les problèmes de la dette intérieure. Et tout ça, à la fin, et il y a aussi, ces derniers temps, les problèmes de transfert qui, avec la BEAC, qui est un problème extrêmement grave, qui menace les entreprises à l'arrêt dans les prochaines semaines si rien n'est fait. Donc, c'est un environnement De quoi s'agit-il précisément? Mais il s'agit de la mise en œuvre des nouvelles dispositions de la BEAC en matière de transfert qui demandent de justifier notamment les opérations de transfert. Mais c'est pour des besoins de clarté. C'est normalement, nous avons besoin d'ailleurs que les opérations nous ne sont pas contre la mise en œuvre de ces dispositions, mais on n'écoute pas nos doléances, on oppose plutôt des actes qui ralentissent l'économie et qui, dans les prochaines semaines, vont amener les entreprises à fermer. Ça n'arrivera pas. D'ailleurs, je peux vous dire que le gouverneur de la BEAC va vous répondre puisque nous avons une émission d'actualité hebdo prévue avec le gouverneur de la BEAC. Je pense qu'à cette occasion-là, nous allons lui poser la question. Mais dites-moi, toujours en rapport avec le climat des affaires, est-ce que l'environnement, les procédures, les textes, ainsi de suite, ne sont pas suffisamment attractifs? L'environnement des affaires, c'est un tout. Je vous ai fait part tout à l'heure d'un certain nombre de problèmes. Les textes, si on doit se limiter au Cameroun, lorsqu'on vous dit le Cameroun est attractif, tout ça, on vous fait référence à la loi d'avril 2013, qui est la loi qui permet l'incitation à l'investissement. Mais c'est une loi que nous avons demandé de revoir, parce que c'est une loi aujourd'hui qui est le véritable refuge fiscal des entreprises. C'est une loi qui crée des distorsions de compétitivité, c'est une loi qui ne tient pas en compte de l'aménagement du territoire, c'est une loi qui a besoin, qui contribue à la baisse de la pression fiscale. Est-ce que les entreprises elles-mêmes sont irréprochables? Sur quel point? Par exemple, dans, on va dire, la clarification de leurs écritures, la déclaration de leurs chiffres d'affaires, ainsi de suite. Écoutez, le régime fiscal au Cameroun, il est déclaratif. Je voudrais vous rappeler cela. Donc, c'est connu. C'est connu. Donc, et quand on regarde justement les rendements fiscaux, c'est 97% de ces rendements sont issus de la déclaration libre des entreprises. Il n'y a que 3% qui concernent les redressements fiscaux. Donc, c'est dire que les entreprises sont relativement... Pourquoi vous êtes réticent aux redressements fiscaux qui ne représentent donc par conséquent pas grand-chose? On n'est pas réticent aux redressements fiscaux. Nous n'avons pas de problème avec les redressements fiscaux. Nous avons problème. Il y a eu un problème avec la Société anonyme des brasseries. Je ne sais pas quel problème il y a eu avec les sociétés, comme beaucoup d'autres. Ce n'est pas un problème spécifique des sociétés de brasseries. C'est un problème de l'environnement des affaires. Le problème de la fiscalité, de manière de la politique fiscale. C'est celle-là que nous estimons. On a une politique fiscale aujourd'hui, si vous voulez parler de celle-là, qui est aujourd'hui, elle est confiscatoire. C'est un terme qui revient souvent. Elle est prédatrice. Est-ce que ce n'est pas exagéré? Également fonctionne par embuscade. Non, c'est du tout pas exagéré. Permettez-moi de vous rappeler très simplement un chiffre. Je vous démontre en quoi est-ce que il est confiscatoire. Si un chef d'entreprise a un chiffre d'affaires d'1 milliard, il aura un acompte IS aujourd'hui. Le principe de notre fiscalité, c'est sur le chiffre d'affaires, on a un minimum de 2,2. Il aura à payer 2,2% sur 1 milliard, ça vous fait 22 millions. Si sa marge de son activité, qui est de 0,5%, et ça c'est la marge moyen du secteur productif ou dans le secteur de la distribution, ça fait que la marge brute est de 5 millions. Il aura déjà payé 22 millions, alors que la marge brute, sans payer les charges, c'est de 5 millions. Ça, c'est ce qui ne vous arrange pas. Rapidement, ça, c'est ce qui ne vous arrange pas. Mais... Non, deux secondes. L'impôt qu'il aurait à payer serait 1,5 million. Et il a déjà payé 22 millions. Donc 20 fois ce qu'il devait payer. Ça, c'est ce qui ne vous arrange pas. Mais vous savez aussi que la loi de finances vous apporte un certain nombre de facilités, des exonérations, notamment en raison de la pandémie à coronavirus. Laquelle? Excusez-moi, rappelez-moi. Par exemple, la défiscalisation du secteur hôtelier, la suppression de la taxe
à l'essier pour tous les transporteurs, la baisse du taux de la compte IS pour les entreprises qui vont en bourse, ainsi de suite. Donc il y a beaucoup de facilités qui vous sont accordées. C'est ce que j'appelle des mesurettes qui n'ont aucun effet, qui n'ont aucun impact. Je prends l'exemple du secteur hôtelier, dont les mesures d'accompagnement que nous avons sollicitées, appui direct, aide, notamment en ce qui concerne le FIDI, prendre en charge les dettes ou les charges bancaires. C'est cela. Lorsque vous allez suspendre les taxes au niveau de hôtelier, les taxes, il faut bien qu'il y ait d'abord la visite pour que vous payiez ces taxes-là. C'est 5 000 francs. Du moment où il n'y a pas de visiteurs, donc ces taxes, ça ne sert à rien. Lorsque vous suspendez aujourd'hui la compte pour le secteur hôtelier... Il y en a puisqu'on a rouvert les espaces aériens. Aujourd'hui, c'est très lent. Elles ont besoin de plus que ça. C'est pour ça que je dis que c'est des mesurettes, c'est des petites mesures. Lorsque vous réduisez justement le taux d'acompte ou le taux d'impôt pour les entreprises qui vont au niveau de la bourse pour les encourager, il y a combien d'entreprises qui sont à la bourse? Il y en a 4. Alors, vous comprenez? Alors, Célestin Tawamba, est-ce que tout ce que vous dites là, c'est cela qui se résume dans les rapports entre le GICAM et le gouvernement que certains ne trouvent pas bons? Non, écoutez, je voudrais déjà vous rappeler que la mission, quand vous dites les rapports ne sont pas bons, nous entretenons des rapports cordiaux, mais respectueux avec les pouvoirs publics. Sur le prisme de nombre de chefs d'entreprise, de membres du gouvernement, nous rencontrons beaucoup de membres du gouvernement. Mais nous avons l'impression qu'on se croise, mais on ne se rencontre pas. On se parle, mais on ne s'écoute pas. Donc, à cela, je voudrais aussi ici... Vous avez dit vous-même à Douala, au Premier ministre, que vous rêvez, ou alors vous préconisez un dialogue de nouvelle génération. Oui. Qu'est-ce que vous entendez par là? Mais nous avons invité le chef de gouvernement, déjà il y a un certain temps, à revoir le dialogue public-privé. Il faut le refonder. Nous avons demandé la suppression du CBF. Parce que ce CBF a été mis en place, notamment pour qu'on améliore. La suppression et pas sa réforme? Non, supprimer le CBF, pas... Nous avons fait une proposition. Je ne vais pas ici venir trahir ce qui a été proposé au chef de gouvernement. Il y a une proposition. Ça relève du secret? Non, pas du secret, mais déjà, du moment où je vous dis qu'on a demandé de supprimer, ce n'est pas du secret, mais on a demandé de reformer, on a donné un autre nom, on a proposé une autre forme qui devrait intégrer non seulement des nouveaux indicateurs, un nouveau processus d'évaluation, et surtout que ça ne se limite pas à une grande messe, je dirais, en une année, une fois par an, autour du Premier ministre. Il est question de le structurer autour du secteur privé afin que ce soit plus dynamique, plus important et que les indicateurs qui sont mis en œuvre dans le cadre du dialogue public-privé soient ceux qui concernent les entreprises, notamment, on a parlé de la fiscalité, on a parlé de la téléphonie, il y a un certain nombre d'indicateurs, de la dette intérieure, des entreprises qui ferment. Voilà, il y a un certain nombre d'indicateurs. On vous a suivi. Célestin Tawamba, il est impossible de ne pas vous entendre sur deux événements, je dirais même deux incidents récents qui ont entaché les rapports entre le secteur privé, notamment le GICAM et le gouvernement. D'abord, votre refus le 16 avril dernier de recevoir le ministre délégué Jean de Dieu Momo dans le cadre de vos échanges. C'était un délit de faciès qui fait croire que le GICAM préfère fonctionner avec les individus plutôt que les institutions qu'il représente. C'est un sentiment que vous partagez? Bon, déjà, non, pas du tout. Je voudrais vous rappeler. D'abord, la mission du GICAM. Le GICAM est là, c'est le porte-voix des entreprises. Nous sommes là pour transmettre les doléances des chefs d'entreprise aux membres du gouvernement et même jusqu'au chef de l'État. C'est à ce titre qu'on vous a envoyé un membre du gouvernement. Dans les conditions et le ton qui scie à la circonstance. Nous entretenons des discussions avec les pouvoirs publics. Nous avons invité pour la circonstance le ministre d'État, Laurent Esso. Nous pensons que une fonction, c'est également la personne qui l'incarne. Vous ne l'avez pas invité intuitif personnel? Absolument. Je dis bien
il y a aussi l'incarnation de la fonction, sauf à me dire que le ministre d'État... Vous estimez que sauf le à me ministre dire que le ministre Laurent n'est pas investi et a les mêmes compétences que... Excusez-moi. Il est investi du décret présidentiel. Vous répondre, sauf à me dire que le ministre Laurent Esso a les mêmes compétences que M. Momo. Le ministre d'État Esso est magistrat. Il en assume celles qui lui sont déléguées et en l'occurrence, il avait été délégué. Nous l'avons rencontré il y a l'année dernière lorsqu'on lui a remis le livre blanc. On avait pris rendez-vous pour qu'il vienne au GICAM. Il est attendu par les acteurs économiques et il continue d'être attendu. Ici, nous avons uniquement le fait d'avoir reporté, d'avoir suivi le fait que le ministre d'État n'était pas disponible. Il a dit qu'il n'était pas disponible, on a reporté. Ça montre que nous avons besoin de le rencontrer. Et si le ministre d'État ne peut pas venir à Douala, nous viendrons à sa rencontre à Yaoundé. Le problème, il ne s'agit pas des problèmes de personnes à cette stade, il s'agit de la personne qui incarne bien la fonction et les problèmes qui vont être portés et adressés au gouvernement. Monsieur le Président du GICAM, l'autre affaire qui est, je pense, tout aussi grave, c'est cette lettre adressée au chef de l'État le 16 janvier 2020 avec pour objet rupture consommée des relations entre le directeur général des impôts et les entreprises. Du coup, le GICAM a boycotté dans la suite la rencontre tenue en février à Douala Bonanjo entre le directeur général des impôts et plusieurs autres entreprises, dont certaines sont d'ailleurs vos membres. Alors, vous voulez des solutions fiscales ou absolument couper la tête du directeur général des impôts? Bon, déjà, c'est l'occasion pour moi de vous dire que le patronat, dont j'ai la chance de suis le porte-parole, dans son ensemble, n'a pas de problème avec M. Mopa. Donc, j'ai la chance d'ailleurs de connaître par ailleurs depuis de longues années. Le problème que nous avons, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est avec la politique fiscale et son administration fiscale. Celle-là qui a été portée de manière massive par le ministre des Finances, qui est venu à Douala récupérer de lui-même les propositions de réforme fiscale que nous avons et prendre un certain nombre d'engagements. Mais nous avons l'impression que sa philosophie est trahie quelque part par ses collaborateurs. C'est assez grave ce que vous dites. Nous voyons aujourd'hui comment est-ce que l'administration fiscale agit sur le terrain. Nous avons un problème avec l'administration fiscale. C'est en cela que nous disons Vous trouvez qu'elle est asphyxiante? Elle est asphyxiante. Tout à l'heure, je vous disais qu'elle fonctionne. Elle est prédatrice parce qu'on taxe tout et n'importe quoi. Comment est-ce que les entreprises payent suffisamment? Comment imaginer? Est-ce que les entreprises payent normalement et régulièrement? Je vais revenir à votre question. Comment pouvez-vous imaginer qu'il y ait une entreprise qui a 92 contrôles fiscaux en une année? 92. Bon, répondez à ma question maintenant. Est-ce que les entreprises payent régulièrement et clairement? Pour vous, je vous rappelle que le système fiscal camerounais est déclaratif. Et comme je disais tout à l'heure, le rendement fiscal, c'est 97%. Il y a souvent des écarts observés entre les chiffres d'affaires qui sont déclarés et la réalité. Ça doit donner lieu à des redressements. À cela, je ne suis pas venu ici. D'où l'action de l'administration fiscale. Mais justement, cette action, malheureusement, c'est factuel. L'action des contrôles ne rapporte que 3%. 3%. Il faut donc se poser la question de savoir pourquoi tant d'acharnement. Si ça ne rapporte que 3%, soit ces contrôles ne sont pas tout à fait corrects, soit pendant les contrôles, il y a des choses qui se passent. On ne comprend pas. Est-ce que vous avez fait part de ces problèmes au Premier ministre pendant son passage? Non, ce n'était pas le lieu. Puisque c'est lui le patron du gouvernement. C'est donc pour cela que nous invitons à la réforme du CBF, qui doit prendre en compte les problèmes des entreprises, dont les problèmes fiscaux, dont ce problème-là qui est le principal problème de 90% des chefs d'entreprise. On ne peut pas esquiver cela. On ne peut pas avoir honte de dire qu'on a un problème. On ne peut pas porter sur ce qui vous fait mal et vous ne devez pas crier. C'est cela que nous faisons avec détermination, mais aussi avec des chiffres
Il n'est pas question de faire de l'incantation, il est question d'apporter la preuve de ce que nous disons. Nous ne pouvons pas comprendre aujourd'hui qu'une entreprise qui fait des pertes paye l'impôt. On paye l'impôt sur un bénéfice. On ne paye pas l'impôt sur des pertes. Mais vous avez des entreprises aujourd'hui qui ont 400, 500% de taux de pression fiscale. Ce n'est pas normal. Mais ces entreprises fonctionnent. Mais si elles fonctionnent, il faut voir, notre système fiscal aujourd'hui détruit l'entreprise. Elle ponctionne la trésorerie de l'entreprise. Elle détruit l'emploi. Est-ce que vous n'êtes pas excessif, Célestin Tawamba? Non, je ne suis pas excessif. Les chiffres sont là. Je vous mets au défi. Venez voir mon taux de pression fiscale. Venez voir le taux de pression fiscale dans le secteur minier. Allez voir dans le secteur industriel. Si les faits sont là. Alors la seule réponse, c'est aller au refuge de la loi David 2013, qui ne doit pas être un refuge fiscal. Et nous avons fait des propositions. En tout cas, ce soir, ce qui est clair, c'est que vous voulez des solutions fiscales. Vous ne vous attaquez pas absolument à faire tomber un individu, un responsable. Loin de nous, on n'est pas là pour avoir un problème avec la personne. Je vous dis encore que le directeur des impôts, je le connais personnellement depuis plus de 20 ans. Très bien. Voilà. Nous avons un problème avec le système fiscal qui doit être urgemment revu. Très bien, voilà qui est clair. Maintenant, je vous invite, Célestin Tawamba, à revisiter le plan présidentiel de reconstruction des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest qui était au centre de vos échanges avec le Premier ministre. Qu'est-ce qu'il prévoit en termes de projet et qu'est-ce qu'on peut en attendre? Alvin Giselzé. Toutes les régions du Cameroun méritent la même attention de la part du gouvernement. Le Nord-Ouest et le Sud-Ouest encore un peu plus. Depuis 2019, les deux régions sont classées économiquement sinistrées. Le plan présidentiel de reconstruction et de développement du Nord-Ouest et du Sud-Ouest mise sur 89 milliards de francs CFA, le montant pour relancer l'économie et améliorer le cadre de vie des populations. Seuls 10 milliards sont mobilisés jusqu'ici. Les secteurs prioritaires sont identifiés. Il s'agit des maisons d'habitation à reconstruire, 12 000 au cours des 2 prochaines années. 350 écoles, 115 centres de santé, 400 points d'eau, des routes rurales à aménager, une quarantaine de ponts à réhabiliter et la reconstitution d'un ensemble de documents perdus. Avant le déclenchement de la crise, les deux régions contribuent à hauteur de 16,3% au produit intérieur brut. Tenez par exemple des 115 000 tonnes de bananes exportées de la région du Sud-Ouest, l'on est tombé à 0 tonnes. Le plan présidentiel de reconstruction et de développement des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest devrait donc apporter une bouffée d'oxygène à la revitalisation de l'économie et contribuer à la promotion de la cohésion sociale. Corridor d'échange avec le Nigeria voisin, le Nord-Ouest et le Sud-Ouest apportent une plus-value aux activités économiques, commerciales et industrielles. Les deux unités créent des milliers d'emplois directs et indirects. La réinsertion des centaines d'ex-combattants apporte une lueur d'espoir à ce plan gouvernemental qui bénéficie déjà de l'accompagnement du secteur privé et des partenaires au développement. Le Covid-19 existe. Il tue, il fait des ravages au sein des familles. Je l'ai eu, je sais de quoi je parle. Vous également, vous pouvez l'avoir. Un seul geste, facile à adopter, facile à faire. Porter son masque, comme je le fais, aussi simplement. Célestin Tawamba, tout ce que nous venons de suivre là, est-il faisable malgré ce contexte de Covid-19? D'ailleurs, comment se sentent les entreprises? Quelle est leur santé, on va dire, financière en ce moment? Oui, les entreprises n'ont pas attendu le Covid pour faire la fièvre, pour avoir la température. Les entreprises étaient déjà... Il y en a qui étaient déjà dans les salles de réanimation. Et le Covid est juste venu... Même pas aux urgences. Les mettre en soins intensifs et puis emporter d'autres. Je crois que le Covid est venu renforcer, compliquer et puis fragiliser certains secteurs de manière spécifique. On en a parlé
lorsqu'on a donné des rapports. Ça, c'est au plan mondial, hein? Oui, c'est au plan mondial. C'est valable pour le Cameroun comme pour tous les autres pays frappés par... Ce n'est pas une spécificité camerounaise. Mais ce que l'on voit dans le plan mondial, c'est le fait que l'État a massivement accompagné les entreprises qui étaient en difficulté. Et que par contre, chez nous, les mesures ont été très insuffisantes. Comme je disais tout à l'heure, c'était des mesurettes très en deçà des attentes des entreprises en difficulté. Quel est votre regard, le regard des patrons d'entreprise et même leur état d'esprit sur la mise en service de la zone de libre-échange économique? C'est une opportunité pour les pays en développement et notamment pour le Cameroun. Cela demande justement, on ne doit pas seulement le regarder comme un album photo, mais ça demande effectivement de nous mettre au travail, de réinventer notre économie, qui doit être cette économie-là, qui doit transformer. On doit sortir de l'incantation de dire on doit transformer. Il faut aller au fait. Si nous ne faisons rien par rapport à rendre nos économies compétitives, nous avons le grand voisin, le Nigeria, qui est là, qui va nous envahir. Donc c'est une opportunité d'exportation, c'est une opportunité pour faire valoir le savoir-faire, la compétence et mettre en valeur tout le potentiel économique de notre pays et pouvoir exporter massivement dans la... Mais si déjà on n'arrive pas à exporter, on a une zone économique CEMAC qui est la dernière zone économique au monde. Si on n'arrive déjà pas à exporter dans la sous-région, je ne vois pas comment on va se donner les moyens d'exporter plus loin. La zone économique CEMAC est la dernière au monde? Oui, en termes d'indicateurs, c'est bien la zone la moins... Elle est parmi les plus faibles. C'est bien la plus faible. Très bien. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, Célestin Tawamba, qu'au JICAM, vous faites plus de politique que d'affaires et d'économie? Non, mais pardon, vous parlez de politique au JICAM. Le JICAM est d'abord apolitique. Le JICAM en tant qu'institution. Je ne pense pas qu'un seul instant, vous avez transparaît dans mon agissement un acte politique. Oui, le JICAM a un parti. Nous avons un parti. Lequel? C'est l'entreprise. C'est celui-là que nous défendons. Naturellement, les gens, individuellement, peuvent avoir des activités politiques. C'est libre. Mais au nom du JICAM, le JICAM est apolitique et doit agir. Quand vous prenez certaines positions en disant, par exemple, à l'État, non, il faut arrêter les mesures sécuritaires dans le nord-ouest et le sud-ouest, on n'est plus dans l'économie. Je ne sais pas quand. Est-ce que j'ai dit qu'on doit arrêter les mesures sécuritaires? Vous avez dit qu'il faut faire droit uniquement et prioritairement à l'économie. Ah non, j'ai dit que c'est la troisième voie. Je n'ai pas dit que ça devient la voie. Vous avez dit dans votre discours que ces voies-là ont montré leurs limites. Ben oui, ça a montré leurs limites, donc il faut les compléter. Autrement dit, on est d'accord qu'il faut une synergie de toutes ces mesures-là, à la fois politique, sécuritaire, économique. Naturellement, il faut tout, mais nous pensons que la voie économique, aujourd'hui, est prioritaire. Parce que là où il y a l'emploi, je vous le dis, il y a la paix. Célestin Tawamba, où étiez-vous le 20 mai 2021, cette semaine? J'étais chez moi, j'étais à mon domicile. Malheureusement... Vous n'êtes pas sorti pour voir quelle atmosphère la ville faisait, sans manifestation, sans défilé? C'est vrai que c'est un environnement particulier, je crois qu'on le vit un peu depuis l'année dernière. Dans un contexte de Covid, c'est une fête d'unité nationale contextualisée avec le Covid et qui nous oblige justement à observer cette prudence et ce silence qui doit nous appeler plutôt à plus de responsabilité et puis nous inviter plus que jamais à se poser des questions de notre vivre ensemble. C'était également un régime de prudence au boulevard du 20 mai ici à Yaoundé, habituellement le lieu où se déroule la parade civile et militaire présidée par le chef de l'État. Voici quelques clichés du boulevard du 20 mai. Cette année, sans cérémonie officielle, c'est la chronique sociale de Laurence Okalia. La ville de Yaoundé affiche un calme inhabituel ce 20 mai. Au boulevard, une parade de drapeaux rappelle la solennité de l'événement.
Les souvenirs de la traditionnelle célébration de l'unité rendent un peu mélancolique. Par exemple, là où nous sommes debout, là, d'habitude on peut pas se mettre à cet endroit parce qu'il y a la GP, il y a les policiers. Heureusement que le boulevard a gardé ses couleurs, sinon on serait dans un moment de tristesse. Les allées et venues des véhicules et des piétons lui rappellent sa deuxième année stérile causée par la pandémie à Covid-19. La tribune présidentielle ici derrière moi est orpheline de ses illustres personnalités, mais en réalité, le mythique boulevard du 20 mai n'a rien perdu de sa sacralité. Tout le long de la tribune, l'armée camerounaise défile pour garder ce qui peut être considéré comme patrimoine de l'histoire. Plus loin à la poste centrale, la rue du boulevard étend sa majesté. Ce 20 mai, la police a déployé un dispositif sécuritaire qui ne laisse filtrer que le vert ou jaune. J'ai l'habitude d'arriver ici chaque 20 mai. Il arrive parfois, je défile. C'est quand même la fête de l'unité nationale. Dans le drapeau, nous allons faire hisser le drapeau. Des couleurs qui ne faneront jamais, car avec ou sans célébration du 20 mai, la nation reste sous le drapeau. Mes frères, mes enfants, mes amis, mes parents, réellement le coronavirus existe. Je suis témoin. J'ai des proches, des voisins qui ont été atteints. Il importe, chers frères et sœurs, de se laver les mains à l'eau courante et au savon, de porter le masque et de respecter la distanciation quand on est dans une communauté. Population d'Adamawa, se protéger, c'est protéger les autres. Le respect de toutes les mesures barrières rééditées par le gouvernement est capital pour tous. Vous regardez Actualité Hebdo, la grand-messe d'actualité hebdomadaire sur la CRTV. Nous recevons Célestin Tawamba, président du groupement interpatronal du Cameroun. Jetons un regard rapide, si vous le voulez bien, Célestin Tawamba, sur le courrier de nos internautes, rassemblé par Daniel Mouadoumé de la rédaction web. D'abord, cette question de Eric Ngameni. Pourquoi les membres du GICAM n'investissent-ils pas dans la construction des centrales électriques à biomasse afin de booster l'industrialisation du Cameroun? Déjà, à cette question, je ne peux pas répondre. Peut-être qu'il y a des membres du GICAM qui investissent, je ne peux pas savoir, il n'en sait rien. Le président n'est pas au courant? Ben, je ne sais pas, je ne suis pas au courant de toutes les activités des membres. Il y a des activités qui peuvent naître à tout moment, et puis les opportunités d'affaires. Donc si, vous savez, le chef d'entreprise n'a pas besoin qu'on lui donne des leçons. Il sait ce qu'il doit faire. Il sait exactement où est-ce qu'il peut créer la richesse. Donc je me méfie en général de ceux-là qui donnent des conseils étant de loin. S'il pensait que c'était bien, il serait allé lui-même. Ce n'était pas un conseil, c'était une question. Mais passons. Etundi Ekodo veut savoir pourquoi le patronat n'œuvre pas pour l'augmentation du SMIC et par ricochet des salaires. Dit que le patronat ne veut pas l'augmentation, on ne l'a jamais dit. Nous souhaitons d'ailleurs des mesures de relance de la consommation. Il souhaite savoir comment vous y travaillez. Est-ce que vous mettez la pression? Non, c'est une question globale. Il faut pour nous revoir je vais dire le budget. Il faut réduire le train de vie de l'État. Nous nous sommes donné un droit d'ingérence dans le livre blanc de l'économie camerounaise. S'il faut réallouer un certain nombre de budgets, il faut, pour nous, d'ailleurs, nous militons pour une augmentation des salaires, mais des salaires des fonctionnaires, j'entends, du niveau de vie d'ailleurs des populations, pourquoi pas même des employés, mais pour cela, il faut, à mon sens, que ça doit permettre de relancer la consommation, parce qu'il y a consommation, il y a également création de la richesse derrière. Donc, vous êtes en train d'esquisser déjà certaines solutions aux problèmes que nous avons posés durant notre entretien. J'ai peut-être envie de vous demander de manière plus globale, quelles sont les propositions du GICAM à ces divers problèmes, les propositions de solutions? De manière globale, première chose, nous souhaitons un changement de paradigme fiscal. C'est essentiel. Vous l'avez déjà dit. Pour relancer, c'est essentiel pour relancer, créer l'investissement, créer l'emploi. Parce qu'aujourd'hui,
notre système fiscal est pour moi une pompe à essence pour l'informel. Les gens ne pourront pas, avec ce système, rentrer dans le formel. Vous avez des mots très durs. Deuxième chose, nous souhaitons une revue du dialogue public-privé. Il faut reformer le dialogue public-privé. Troisième chose, il faut payer la dette intérieure. Tout faire pour trouver des moyens pour donner du carburant aux entreprises. L'État le fait de temps en temps. Comment? Quand la trésorerie le permet, l'État paye la dette intérieure. On a proposé par exemple la titrisation. Ça permettra de payer la dette intérieure. On peut lever un emprunt obligataire destiné à payer la dette intérieure. Il y a un certain nombre de propositions qui peuvent être faites. Donc, et enfin, il faut régler la crise du Nozo. C'est une priorité. Si elle était politique, elle est aujourd'hui économique pour qu'on puisse atteindre l'émergence. Deux questions rapides vous concernant, vous-même, pour terminer. D'abord, que souhaiteriez-vous que l'on retienne le moment venu comme marqueur de votre action à la tête du GICAM? Écoutez, je laisserai la postérité juger pour voir ce que j'ai pu apporter à la tête du GICAM, mais ce que je souhaiterais qu'on puisse retenir, c'est que le patronat est là pour être le porte-voix des entreprises, pour traduire les faits et pour dire de manière factuelle et pour être aux côtés des pouvoirs publics. Pas simplement un partenaire, je vais dire alibi, un compagnon de circonstances, mais c'est un compagnon, un partenaire qui est là pour construire et que nous devons à chaque fois. Mon combat, c'est de faire en sorte que l'entrepreneur puisse retrouver ses droits, sa place. Et c'est la condescendance que nous avons aujourd'hui dans la relation publique-privée doit pouvoir cesser. On doit pouvoir parler les chiffres pour qu'ensemble, nous puissions construire notre beau pays. On a besoin de ces contradictions-là. C'est dans la contradiction que jaillit la lumière. Célestin Tawamba, il y a bien une vie après le GICAM et j'ai envie de vous demander, vous la voyez comment? Toujours en entreprise, plutôt dans un parti politique ou alors au gouvernement pour faire passer toutes ces réformes auxquelles vous tenez tant? Ce dont je suis certain, c'est que mes entreprises ont besoin de moi. Et je continue, c'est mon ADN. Je suis un investisseur, je suis un industriel. J'aime prendre des risques. Je suis un patriote. Je dois, et je ne pense pas qu'on a besoin de faire la politique pour contribuer au développement de notre pays. Je pense que de là où nous sommes, nous contribuons, d'ailleurs, on n'a qu'à voir comment contribuer le secteur privé au développement du Cameroun. Je pense que de la place où je suis, je le fais bien. Pour l'instant, je suis très content de ce que j'ai fait, de ce que j'ai appris. Et c'est ce qui m'interpelle. Et c'est mon objectif de poursuivre encore avec plus de puissance et plus d'engagement ma contribution à développer l'économie et à développer notre pays, développer l'Afrique. Et puis, surtout donner l'espérance à la jeunesse, donner l'espérance, ces valeurs de travail qui aujourd'hui sont rares parce qu'il faut aujourd'hui travailler et toujours travailler, mais honnêtement. Pour l'homme d'affaires que vous êtes, j'espère que ce ne serait pas une mauvaise affaire de conclure cette émission ici et maintenant. Je vous remercie de m'avoir invité. Je suis très heureux d'avoir partagé ce moment avec vous et puis d'avoir été votre invité ce soir. C'est nous, Célestin Tawamba, président du groupement interpatronal du Cameroun. C'était l'invité d'Actualité Hebdo ce dimanche. Nous avons eu beaucoup de plaisir à mener cet entretien en votre compagnie. Et merci d'être parti de Douala, malgré quelques difficultés à rallier Yaoundé. Vous y êtes quand même. Merci donc d'être venu prendre part à cette émission. Merci. Mesdames et messieurs, merci également à vous-même d'avoir vécu encore une fois ce moment de télévision que nous construisons ensemble. Restez sur votre chaîne, la CR TV, l'actualité, c'est ici. Bonsoir.